Bon. Alors, donc, j'ai dit, aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que c'est que la biomasse. Donc, qu'est-ce que c'est que la biomasse? Donc, la biomasse, c'est quoi? C'est la quantité de matière organique vivante, animale ou végétale, déterminée par unité de surface et ou unité de volume. Donc, je peux dire que c'est la quantité de matière vivante produite par unité d'espace. Donc, si on travaille en milieu terrestre, on parle de quantité de matière animale ou végétale produite par unité de surface, d'accord? Et on peut la déterminer, par exemple, en grammes par mètre carré ou kilogrammes par hectare, etc. Si on travaille en milieu aquatique, on va parler de quantité de matière vivante animale ou végétale, par unité de volume. Et on peut déterminer soit en grammes par mètre cube, soit en... Donc, c'est en unité de volume. Et donc, quand on parle uniquement de la matière vivante animale, on va dire la zoomasse. Donc, la zoomasse, c'est la quantité de matière vivante animale par unité d'espace, par unité de surface et par unité de volume. Et en ce qui concerne la biomasse végétale ou la phytomasse, donc on s'intéresse uniquement à la quantité de la matière vivante végétale produite par unité, soit de surface ou de volume. Et il faut distinguer la matière vivante, la matière animale vivante ou la matière végétale vivante de la matière organique morte. Et on a un terme qui est spécifique, qui veut dire que la matière organique morte, c'est la nécromasse. Donc, la nécromasse veut dire que c'est la quantité de matière organique morte. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la définition de la biomasse. Donc, je vous ai, pour illustrer ça, j'ai pris un exemple, d'accord, qui nous montre l'évolution de la biomasse des herbivores, d'accord, en fonction de la productivité primaire. Ça veut dire quoi? Donc ici, si vous observez bien ce graphique, vous avez deux niveaux trophiques. D'accord? Le premier niveau trophique, qui est à la base des chaînes trophiques, c'est les producteurs primaires. Et je rappelle l'importance des chaînes trophiques. Elles sont très importantes à étudier, d'accord? Pour nous montrer beaucoup de choses, telles que comment fonctionne un écosystème, comment circule la matière, dans un écosystème, comment circule l'énergie dans cet écosystème. Donc, dans cet exemple, j'ai dit que j'ai deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau des producteurs primaires, et le deuxième niveau, c'est les herbivores. Donc, ce sont des consommateurs d'ordre 1. Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? On voit que, donc ça, c'est, on donne la biomasse, d'accord? Et on voit que cette biomasse, si vous regardez la courbe, elle augmente en fonction de l'augmentation de la production primaire, c'est-à-dire des végétaux. Donc, les herbivores, ils mangent des végétaux. Donc, leur biomasse augmente avec l'augmentation de la matière produite, la matière végétale. Et donc, qui dit que la biomasse augmente avec l'augmentation de la biomasse végétale, donc la biomasse des animaux augmente en fonction de la biomasse des végétaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la biomasse d'un niveau trophique, d'accord? D'après ça, je peux dire ça, la biomasse d'un niveau trophique va dépendre de la biomasse du niveau trophique précédent. D'accord? Donc, il faut savoir que les animaux, ils se reproduisent quand il y a assez de nourriture dans leur milieu. Donc, ils vont se reproduire parce qu'il y a assez de nourriture. Mais une fois que la nourriture vient à manquer ou bien elle devient rare, les animaux vont réduire leur taux de production. D'accord? Ils vont se reproduire tel que si la matière était en abondance. Donc, ils vont régler leur taux de production pour survivre parce que l'animal, il ne va pas perdre de l'énergie dans la reproduction alors qu'il n'y a pas de nourriture ou là, il y a un manque de nourriture dans le milieu. Donc, il y a un lien étroit et un lien trophique, il ne faut pas l'oublier, entre les animaux.
D'accord? Donc, quand il y a de la nourriture, les animaux ils peuvent se reproduire. Et quand il y a peu de nourriture, leur taux de reproduction, il peut baisser. Alors, donc, cette biomasse, on peut la mesurer dans les milieux. Donc, la mesure de la biomasse, ou bien la quantité de la matière vivante, on peut l'évaluer de différentes façons. Premièrement, on peut déterminer le poids. Le poids, on peut déterminer la quantité de la matière vivante par le poids. Donc, soit on détermine le poids frais ou le poids sec. Donc, la détermination du poids frais, c'est une simple pesée. Donc, ça ne nécessite pas un grand matériel, c'est une simple pesée. Je donne par exemple, je veux savoir combien produit une parcelle de terrain de matière végétale. Donc, je vais limiter une parcelle et je vais déterminer la quantité produite par mètre carré, par exemple. Donc, je vais récolter cette matière organique végétale et je vais la peser. Alors, pour déterminer le poids sec, on doit extraire l'eau qui est contenue dans cette matière végétale. Et l'extraction, elle se fait soit par la dessiccation à l'étuve, donc on va mettre les végétaux pendant une nuit ou 2 nuits à l'étuve, à 90 ou 110 degrés Celsius, et après, on va peser le poids sec de cette matière et on détermine la quantité de matière produite en poids sec. Autre méthode d'extraction d'eau, on peut utiliser l'alcool absolu. Donc, réaliser une macération à l'aide de l'alcool absolu pour extraire l'eau de cette matière. Deuxième façon de donner la quantité de matière produite, c'est en utilisant le nombre d'individus. D'accord? On peut donner ou estimer ou évaluer la quantité de matière vivante en utilisant le nombre d'individus. Mais dans ce cas-là, on doit rester dans un même ordre de grandeur de taille des individus. Donc, il faut respecter. On ne va pas prendre dans une forêt, par exemple, des animaux de grande taille avec des insectes, etc. Donc, on doit déterminer le nombre d'individus qui va nous donner une idée sur la biomasse à un certain niveau, mais à condition de rester dans un même ordre de grandeur de taille des individus. Alors, troisième façon d'évaluer la quantité de matière vivante ou de biomasse, c'est le biovolume. Et je pense que vous avez utilisé ça en TD. En TD, quand vous avez fait le TD sur la compétition entre les paramécies, on vous donnait des valeurs en biovolume. D'accord? Donc, le biovolume, c'est quoi? Donc, vous avez il faut savoir qu'il y a il y a une certaine proportionnalité au poids frais, d'accord? Donc, du volume au poids frais. Et donc, on peut déterminer le volume des organismes de petite taille ou bien de taille moyenne. On ne peut pas déterminer le volume pour des organismes de grande taille. Donc, comment on détermine le biovolume? En mettant des organismes par immersion, des organismes dans un volume d'eau connu. Et donc, on va prendre un volume d'eau connu, on va mettre les organismes dans ce volume d'eau connu et le volume, il va augmenter. Et ce volume qui augmente, ça nous donne une idée sur la biomasse. Donc, ça se fait pour des organismes de petite taille ou bien pour des organismes de taille moyenne. Troisième façon de déterminer la biomasse, c'est de mesurer le contenu en carbone ou en azote. Ça, on le fait pour les plantes aussi. Et le dosage se fait par des appareils. Donc, des appareils qui nous donnent la quantité de carbone et qui nous renseignent ou bien évaluent la biomasse. Donc, soit on évalue la quantité de carbone ou bien le contenu en azote grâce à des appareils à carbone ou appareils à azote. Autre façon de donner la biomasse, vous avez le contenu calorique. Alors, le contenu calorique, c'est la quantité d'énergie, d'accord, qui est stockée sous forme de liaison endothermique. Donc, cette quantité d'énergie qui est estimée
qui est stockée sous forme de liaison endothermique, on peut la déterminer grâce à un appareil qu'on appelle la bombe calorimétrique. La sixième façon de déterminer la quantité de biomasse produite, c'est en déterminant la quantité de chlorophylle. Ça se fait le plus souvent pour le phytoplancton, c'est-à-dire pour les algues microscopiques. D'accord? On peut déterminer la quantité de chlorophylle contenue dans ces organismes vivants. Et le dosage, on peut le faire par spectrophotométrie. Donc, en milieu aquatique, on fait un prélèvement d'eau et on essaie de déterminer la quantité de chlorophylle contenue dans le prélèvement qu'on a effectué. Et donc, le dosage, on le fait par spectrophotométrie. Et enfin, la détermination de la quantité en ATP ou bien en ADP ou l'AMP nous renseigne aussi sur la biomasse. Donc, la détermination de ce pool est très importante parce qu'on ne le retrouve que dans la cellule vivante. D'accord? Donc, ce pool ou la détermination de l'ATP ou l'AMP présente un intérêt en écologie car on ne le rencontre que dans les cellules vivantes. On ne le rencontre pas dans les cellules mortes. Il disparaît rapidement après la mort de l'animal. Et donc, ça nous renseigne ou ça nous permet de distinguer la différence entre la biomasse, c'est-à-dire la matière vivante, d'accord, et la nécromasse, la matière organique morte. Donc, si je détermine le pool, j'ai que de la matière vivante. Donc, je risque pas d'avoir d'avoir mesuré la matière morte, la nécromasse. Donc, voilà les quelques façons de mesurer la biomasse. Alors, on va passer à la productivité. Qu'est-ce que c'est que la productivité? Donc, dans le petit titre, vous avez vu que nous allons étudier également la productivité. On a vu qu'est-ce que c'est que la biomasse, comment on peut mesurer la biomasse. Ici, on passe à la productivité des écosystèmes. Alors, donc, la productivité, elle est définie comme la quantité de matière organique vivante produite dans un écosystème ou dans un niveau trophique par unité d'espace, c'est-à-dire soit par unité de surface quand on travaille en milieu terrestre ou par unité de volume quand on travaille en milieu aquatique. Et ici, par unité de temps et par unité de temps. Donc là, on a un facteur qui intervient, c'est le temps. Alors que la biomasse, c'était la quantité de matière organique vivante produite dans un écosystème par unité de surface ou de volume. Donc, autrement dit, la productivité, c'est quoi? C'est la biomasse par unité de temps. Donc, tout simplement, la productivité, c'est la biomasse divisée par unité de temps. La biomasse par unité de temps. Donc, je reprends la productivité et la quantité de matière organique vivante produite dans un écosystème ou dans un niveau trophique par unité de surface ou de volume et par unité de temps. Donc, la productivité est un taux de production. C'est une vitesse de production qui correspond à la quantité de la matière produite par unité de biomasse et par unité de temps. D'accord? Alors, il existe deux types de productivité. La productivité primaire et la productivité secondaire. Donc, d'abord, nous allons voir qu'est-ce que c'est la productivité primaire. Donc, d'office, je peux dire que la productivité primaire, c'est la quantité de matière organique produite par les autotrophes. D'accord? Donc, on a vu hier dans l'échelle trophique, les producteurs primaires, ce sont les autotrophes. Donc, la productivité primaire, c'est la quantité de matière organique que les autotrophes produisent par unité de surface ou de volume et par unité de temps grâce à la photosynthèse. Donc, seuls les organismes autotrophes sont capables d'intégrer l'énergie solaire dans le système. C'est les seuls qui peuvent intégrer l'énergie solaire dans l'écosystème. Et par la suite, ils vont faire circuler cette énergie dans les autres maillons de la chaîne.
D'accord? Et donc, la photosynthèse, elle se fait selon la réaction suivante. Les autotrophes, ils ont besoin, en plus de l'énergie solaire, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de dioxyde de carbone, des sels minéraux pour nous donner de la matière. Ici, elle est représentée sous forme de glucose. Et pour libérer de l'oxygène et une certaine quantité de chaleur, une certaine quantité de chaleur. Donc, la productivité, je reviens pour redire que la productivité est une vitesse à laquelle l'énergie solaire s'accumule dans la biomasse. Donc, il y a de l'énergie solaire qui va être captée par les producteurs primaires, c'est-à-dire les autotrophes, et être transformée en énergie chimique. D'accord? Et cette énergie chimique, on va le voir par la suite, une partie de cette énergie, elle va être utilisée par la plante elle-même pour ses propres métabolismes, et une partie va nous donner la biomasse. Elle va s'accumuler sous forme de biomasse, sous forme de feuilles, tiges, racines, troncs, etc. Alors, ça, c'est en ce qui concerne la productivité primaire dans les milieux où arrive la lumière. Parce que normalement, si dans les grands fonds, la lumière n'y arrive pas, donc l'énergie solaire, pardon, n'arrive pas dans les grands fonds marins. Mais comme je vous l'ai déjà dit hier, il y a d'autres organismes ou bien des chaînes qu'on peut rencontrer dans les grands fonds marins. Et ces chaînes, ils n'ont pas pour base les autotrophes. Donc, ces chaînes, elles ont pour base des bactéries chimiosynthétiques qui ont la capacité d'oxyder certaines substances minérales telles que le H2S, soufre d'hydrogène, ou bien le méthane, CH4. D'accord? Donc, ces bactéries, elles tirent l'énergie de l'oxydation de cette substance minérale et elles se reproduisent et elles servent de nourriture aux autres maillons de la chaîne. Et donc, c'est dans les grands fonds marins, l'énergie solaire n'y arrive pas, mais il y a de la vie dans ces milieux-là. Donc, pendant ce cours, on ne va pas s'intéresser à ces chaînes-là qui se trouvent dans les grands fonds marins. Nous allons uniquement nous intéresser à la productivité primaire dans le moteur qui assure le fonctionnement des écosystèmes et l'énergie solaire. Donc, comme on l'a vu, la productivité primaire s'effectue grâce à l'énergie solaire. Donc, elle s'effectue grâce aux radiations solaires qui arrivent à la surface de la Terre, soit en milieu terrestre, soit en milieu aquatique. D'accord? Et ces radiations solaires sont composées de différentes longueurs d'onde, mais toutes les longueurs d'onde qui constituent ces radiations solaires ne sont pas utilisées par la plante. Ils sont utilisés par le phytoplancton ni par les plantes supérieures. Donc, les radiations de longueur d'onde comprises entre 430 et de longueur d'onde de 660 nanomètres qui seront utilisées pour la photosynthèse, c'est-à-dire les radiations entre le bleu, violet et le rouge qui sont utilisés par les plantes. Et comme la photosynthèse dépend de ces radiations, donc, plus le rayonnement solaire est intense, plus l'écosystème peut disposer d'énergie pour réaliser la photosynthèse. Donc, plus le rayonnement solaire est important, plus il est intense, plus l'écosystème il dispose de l'énergie pour réaliser la photosynthèse. Alors, donc, l'intensité de ce rayonnement, elle dépend de quoi? Donc, on va se demander, l'intensité de rayonnement, elle dépend de quoi? Ou je peux poser la question autrement, quand est-ce qu'on a un rayonnement solaire intense? Donc, plus d'intensité, plus ce rayonnement est important, plus on a de la photosynthèse. Donc, quand est-ce qu'on a un rayonnement solaire intense? On va voir par la suite quand est-ce qu'on a un rayonnement intense. Ou bien, je peux dire que l'intensité du rayonnement solaire dépend de l'angle d'incidence des rayons lumineux qui frappent au niveau du sol. Et cet angle d'incidence, il dépend, son importance. Plus il est grand, plus l'intensité lumineuse est faible. Donc, si j'ai un grand angle, comme ça,
Si j'ai un grand angle, l'intensité lumineuse est faible. Donc, quand j'ai un angle d'incidence élevé, c'est au niveau des pôles, au niveau du pôle l'Antarctique et au niveau de l'Arctique et au niveau de l'Antarctique. Au niveau de l'Antarctique et l'Arctique, j'ai un angle d'incidence élevé. D'accord? Donc, l'angle d'incidence, il dépend de la latitude. Plus on monte, donc plus on s'éloigne de l'équateur, plus l'angle d'incidence, il est important. Donc, là, au niveau de l'équateur, l'angle d'incidence est faible. Et donc, l'intensité du rayonnement est très importante. Donc, et plus on s'éloigne de l'équateur, des deux côtés, soit vers le haut, soit vers le bas, l'angle d'incidence, il devient de plus en plus élevé et l'intensité lumineuse, elle devient de plus en plus faible. D'accord? Parce que la lumière, elle se répand sur une grande surface au niveau de la Terre. Et cette intensité du rayonnement solaire dépend également de la saison. Vous savez qu'en été, l'intensité lumineuse est beaucoup plus importante qu'en hiver. Et ça dépend également de l'heure de la journée. Le matin et le soir, on n'a pas la même intensité lumineuse. Donc, le matin et le soir, l'intensité du rayonnement est faible par rapport au milieu de la journée. Donc, il y a moins de lumière et de chaleur qui parviennent au sol, et ceci est dû à deux raisons. Premièrement, la lumière, elle doit traverser davantage de couches atmosphériques de sorte qu'une part plus grande de son énergie est absorbée ou reflétée avant d'atteindre le sol. Vous savez, quand le rayonnement solaire, il passe du soleil vers le sol, la lumière, elle va, ou bien l'intensité de la lumière, de la chaleur, elle va être influencée par le fait que la lumière, elle traverse des couches atmosphériques et donc elle peut être absorbée par les nuages, elle peut être réfléchie par les nuages, etc. Donc, plus on s'éloigne, plus cette intensité devient de plus en plus faible. Et le rayonnement lumineux, les rayons lumineux se dispersent sur une plus grande surface lorsqu'ils arrivent au sol. Donc, quand on est dans les hautes latitudes, que ce soit positif ou négatif, quand on est aux hautes latitudes, les rayons lumineux qui arrivent au sol, ils sont dispersés. Donc, l'angle d'incidence, il est très important que les rayons lumineux sont dispersés. Et ça influence sur l'intensité de la lumière. Ce rayonnement qui arrive au sol, bien sûr, ce schéma ou bien cette carte, elle va vous montrer qu'au cours de la traversée de l'atmosphère, les rayons vont subir soit des absorptions, donc, soit des réflexions. D'accord? Alors, donc si on a par exemple la quantité de radiation qui arrive du sol, elle est de l'ordre de 342. Donc, une partie de cette quantité va être réfléchie au niveau de l'atmosphère par les nuages avant d'arriver au sol. Ici, c'est pour estimer la quantité qui va arriver au sol. On va estimer la quantité qui va arriver au sol. Donc voilà. Vous avez ici un rayonnement qui vient du soleil. Une partie est réfléchie par les nuages. D'accord? Et une partie est absorbée par les nuages et par les gaz qui se trouvent dans l'atmosphère. Donc, de ces 342, on a 77 qui est réfléchi et 67 qui est absorbé par les nuages et par les gaz. Ici, c'est aussi réfléchi par les nuages et par les gaz. Ce qui reste, il va continuer à traverser l'atmosphère. Et au niveau du sol, l'énergie qui va arriver au niveau du sol n'est pas complètement absorbée au niveau du sol. Il y a une partie encore qui va être réfléchie. Donc, quand cette lumière ou bien ces radiations touchent le sol,
il y a une partie qui va être réfléchie. Donc, au niveau des mers, il y a une partie qui va être réfléchie. Au niveau des déserts, il y a une partie qui est réfléchie. Et une partie qui va être absorbée par la surface terrestre. Donc, si on veut estimer ça en pourcentage, on va le faire ensemble. D'accord? Donc, on peut dire que de ces 342 de radiation qui pénètrent de watts par mètre carré, qui pénètrent dans l'atmosphère, on a 22,51% qui sont réfléchis par les nuages et par les gaz qui se trouvent dans l'atmosphère. 19,59, elle est absorbée. 19,59% sont absorbés. Donc, comment on fait pour calculer ces pourcentages? C'est en mettant la quantité qui est réfléchie, d'accord, sur la quantité émise que multipliant. Et ça nous donne le pourcentage. Ici, la quantité qui est absorbée est 76 sur la quantité qui est émise, qui est d'ordre de 342, ça me donne 19,59% qui est absorbée. La partie qui est réfléchie au niveau du sol, elle est de l'ordre de 8,7%. D'accord? Donc, si vous faites le total de tout ça, ça va nous donner, donc j'ai 22,51 plus 8,7, j'ai à peu près 31,3, plus 19, disons ici 20, 31 plus 20, ça va faire à peu près 50. D'accord? Donc, la quantité qui va arriver au niveau du sol, elle est à peu près de 50%. D'accord? Donc, elle est de 49,2%. Donc, ici, on vous donne le total de ce qui est émis par réflexion. Donc, le total émis par les réflexions, c'est la somme de ce qui est émis au niveau des nuages et de ce qui est émis au niveau du sol. Donc, on a 31,2% des radiations solaires qui vont revenir vers l'espace, d'accord? 19,51% de l'énergie émise est absorbée au niveau de l'atmosphère et à peu près 50% uniquement de ce qui est émis par le soleil qui va arriver au niveau du sol. Déjà, toute l'énergie, d'après ça, qu'est-ce que je peux dire comme conclusion? Toute l'énergie émise par le soleil n'arrive pas au niveau du sol. D'accord? Seulement, une proportion qui est égale, si on veut donner le chiffre exact, une proportion de 49,12% qui arrive au sol. Et donc, on va estimer ça à 50% de l'énergie, à peu près 50% de l'énergie émise par le soleil qui va arriver au niveau du sol. Et ces 50% d'énergie qui va arriver au sol, elle n'est pas utilisée en totalité par les plantes. Pourquoi? Parce que les plantes ne peuvent pas utiliser toutes les radiations émises par le sol. Elles n'utilisent que les radiations qui sont dans le, on a dit, dans le bleu et dans le, si vous revenez en arrière, dans le bleu et dans le rouge. D'accord? Donc, alors. Donc, les producteurs primaires convertissent, si on donne ça en chiffres, ils ne convertissent qu'environ 1% de l'énergie solaire qui parvient au sol. Donc, on va revenir à la quantité qui est émise au niveau du sol, elle est de 50% de la quantité solaire, d'accord, émise au niveau, à partir du soleil. Donc, 50% de l'énergie solaire arrive au niveau du sol. Et de ces 50% d'énergie solaire qui arrive au sol, seulement 1% de l'énergie solaire qui est transformée par les plantes en énergie chimique. Et ce, par le biais de la photosynthèse. Et on peut estimer ça en quantité de matière produite par an. Donc, ça nous donne à peu près 170 milliards de tonnes de matière organique produite par an. Donc, même si c'est 1% de l'énergie solaire qui est utilisée par la plante, ça a un grand intérêt écologique.
Et vous allez vous me demander pourquoi. Ou là, vous allez vous demander pourquoi est-ce que c'est important alors que c'est minime. C'est minime, c'est 1%, donc c'est pas beaucoup. Mais c'est important, écologiquement parlant, c'est important parce que sans cette production des organismes végétaux, on n'aura pas la suite de la chaîne. On pourra pas avoir les autres organismes vivants. D'accord? Donc, cette production primaire, on peut l'exprimer de différentes façons. On peut la donner en quantité de matière sèche, d'accord, c'est-à-dire en quantité de poids sec par unité de surface. Par exemple, l'estimer en mètres carrés, en hectares ou en mètres carrés. Et on peut, et par unité de temps, c'est-à-dire généralement on travaille pour des périodes d'1 an. Donc, mais on peut la donner, faire des estimations par jour ou bien par mois ou 6 mois, etc. Mais en général, on travaille par unité de temps l'année, par unité de temps surtout l'année. Cette production primaire ou productivité primaire, on peut aussi l'exprimer par quantité de carbone, par unité de surface et par unité de temps. Si on travaille en milieu terrestre, et si on travaille en milieu aquatique, on peut l'estimer par quantité de carbone par unité de volume et de temps. D'accord? Et vous notez que 50 grammes de carbone équivaut à 100 grammes de matière sèche. D'accord? Si j'estime en carbone la quantité de matière produite, vous avez 50 grammes qui équivaut à 100 grammes de matière sèche. On peut également l'estimer en calories ou kilocalories. On peut également l'estimer en joules ou kilojoules par unité de surface et par unité de temps, ou par unité de volume et unité de temps. Donc, vous allez avoir des exercices où on va utiliser différents types d'unités suivant les types d'études qui sont réalisées. Et il faut noter qu'une calorie est égale à 4,18 joules. Et 100 kilocalories correspond à 10 grammes de carbone. Donc, la production primaire peut être exprimée de différentes façons. Alors, comment on évalue cette productivité primaire? Donc, on va voir ici comment on peut évaluer cette productivité primaire. Alors, la productivité primaire totale des autotrophes correspond à la productivité primaire brute. Ça veut dire quoi? Les autotrophes, ils captent de l'énergie d'abord, d'accord? Ils la transforment en énergie chimique. Donc, c'est-à-dire que la quantité d'énergie lumineuse enfermée dans la matière végétale au début, c'est de la productivité primaire brute. À partir de cette productivité primaire brute, les végétaux vont produire la matière. Donc, ils vont stocker une partie de cette productivité primaire brute. Ils vont la stocker sous forme de matière, sous forme de feuilles, tiges, racines, etc. Et une partie, ils vont l'utiliser pour leur métabolisme. Donc, les besoins énergétiques de la plante, pour les besoins métaboliques de la plante, ils ont besoin d'énergie. Et cette énergie, elle sera dissipée sous forme de respiration végétale. D'accord? Donc, d'abord, les producteurs, ils fixent ou bien ils transforment l'énergie solaire en matière végétale. Donc, cette productivité primaire totale s'appelle la productivité primaire brute, notée PPB. Et de cette productivité primaire brute, une partie va être stockée dans les tissus du végétal, d'accord? Donc, ça donne les tissus végétaux. Et c'est ce qu'on appelle la productivité primaire nette. Et le végétal, il a besoin d'une certaine quantité d'énergie, d'accord, pour assurer ses besoins métaboliques. Et cette énergie, elle est dissipée sous forme de respiration des plantes. Et elle est notée R. Donc, la quantité d'énergie dissipée sous forme de respiration, elle varie entre 10 et 50% de la productivité primaire brute. Alors que l'énergie qui est stockée au niveau des tissus, qui correspond à la
productivité primaire nette, elle varie entre 50 à 90% de la productivité primaire brute. Donc, la productivité primaire nette, elle correspond à la différence entre la photosynthèse brute, la productivité primaire brute, et moins l'énergie qui est perdue par respiration. Et donc, ceci nous donne la réaction suivante. ppn égale ppb moins R. Ça va jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Alors, qu'est-ce que c'est que la production primaire nette? La production primaire nette, ppn, correspond au taux de conversion de l'énergie solaire en énergie chimique, c'est-à-dire c'est la vitesse à laquelle le milieu produit de la nouvelle biomasse. Donc, c'est la vitesse à laquelle le milieu produit de la nouvelle biomasse. Ça veut dire les nouvelles feuilles, les nouvelles racines, les nouvelles branches, etc. D'accord? Donc, ça, c'est l'énergie qui est emmagasinée dans le végétal. D'accord? Donc, l'énergie emmagasinée dans le végétal correspond à la nouvelle biomasse. C'est la production primaire nette. Et cette production primaire nette, elle peut s'exprimer en joules, soit en grammes par mètre carré par an, soit en joules par mètre carré par an, soit en calories par mètre carré par an, soit en carbone, etc. C'est comme pour la production primaire brute. Donc, ce tableau nous donne une idée sur la productivité primaire dans quelques biomes terrestres. Donc, vous avez les forêts tropicales, humides, les forêts décidues à large feuille. Donc, c'est les forêts qui ne gardent pas leurs feuilles toute l'année, donc ils gardent leurs feuilles pendant une certaine période. Les forêts à large feuille et à feuilles en aiguille, les forêts permanentes à large feuille. Donc, vous avez ici la forêt décidue et ici, nous avons les forêts permanentes. Donc, si on compare les deux forêts entre elles, les forêts décidues à large feuille, il y a une productivité de 1,5. Les forêts permanentes à large feuille, il y a 3,1. Donc, on va se demander pourquoi ici, il y a une grande productivité, alors qu'ici, il y a une faible productivité. Réfléchissez. Donc, réfléchissez à ces valeurs. On va les compter. Vous avez les savanes qui produisent 16,8, les prairies pérennes, les buissons à large feuille, les toundras et les déserts, on voit qu'il y a une très faible productivité au niveau de ces biomes-là, au niveau des toundras et au niveau des déserts. Comment on peut expliquer ces faibles productivités dans ces zones-là? D'accord? Et vous avez les terres cultivées avec une productivité de 8 ppn. Alors, le total des écosystèmes terrestres en productivité primaire nette est de l'ordre de 56,4 tonnes par hectare par an. L'unité, elle est là. Alors que la productivité des écosystèmes marins, elle est de 48,5. Et ici, on peut aussi comparer cette productivité. On sait que les écosystèmes marins, ils couvrent les 2 tiers de la surface de la Terre. Alors que les écosystèmes terrestres, qui ont de superficie beaucoup moins faible que les milieux marins, et en plus, il y a beaucoup de déserts au niveau de ces écosystèmes, il y a des zones où il n'y a pas beaucoup de productivité, mais si on compare la productivité en milieu terrestre, on voit qu'elle est supérieure à celle des milieux marins. Et là aussi, on peut se demander, c'est dû à quoi? Pourquoi en milieu terrestre, il y a beaucoup plus de productivité qu'en milieu marin, alors que les milieux marins couvrent les 2 tiers de la surface de la Terre? Est-ce qu'il y a des réponses à ces questions? Répondez directement, parce que moi, je ne vois pas avec la projection, je ne vois pas le chat. Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Hein? Madame, Bon, on peut se poser beaucoup de questions en analysant ce tableau, mais on va se limiter à quelques réponses pour continuer le cours. Donc, je vais prendre la première question.
C'est-à-dire, si je compare la forêt décidue à large-feuille et la forêt permanente à large-feuille, donc je vois que environ à peu près 3 fois la productivité au niveau des forêts permanentes. D'accord? Comment ça s'explique? Ça ne fait pas. Ces feuilles-là, on ne les a pas toute l'année. Donc, la productivité, on l'a pendant une période courte de l'année. Donc, c'est pour ça que les feuilles, c'est elles qui captent la lumière. D'accord? Et donc, l'énergie transformée en énergie, l'énergie solaire transformée en énergie chimique, elle se fait pendant une période courte. Donc, les forêts décidues, elles produisent moins. Alors que les forêts permanentes, elles profitent de l'énergie solaire et la transforment en productivité primaire. D'accord? Et les feuilles larges, elles utilisent beaucoup plus l'énergie solaire que les feuilles en aiguille. D'accord? Si je compare ça d'un côté, donc c'est pour ça que la productivité en forêt permanente est beaucoup plus importante que la productivité dans des forêts décidues. D'accord? Caduques. Si je compare les toundras et les déserts, qu'est-ce que vous avez sur ces milieux? Les toundras, ils sont caractérisés par quoi? Par le froid. Donc, le froid, c'est un facteur, la température. Le froid, ça veut dire la température faible. Et donc, les températures faibles, c'est un paramètre qui peut limiter la productivité. Il limite, c'est pas qu'il peut, il limite la productivité. Et c'est pour ça qu'on a des productivités très faibles. Les déserts, qu'est-ce qui limite la productivité dans les déserts? Il y a quelqu'un pour me répondre. Qu'est-ce qui limite la productivité dans les déserts? Hein? Dans les toundras, c'est le froid. Mais dans les déserts, qu'est-ce qui limite la productivité? C'est l'humidité. C'est l'eau. C'est le manque d'eau qui limite la productivité. Alors, revenons à cette dernière question. Et on va voir, bon, je peux parler un peu de la réponse maintenant, mais j'ai des photos qui illustrent bien les écosystèmes marins. Donc, il y a peu de productivité dans les écosystèmes marins parce que la grande productivité, elle est limitée aux zones polaires, d'accord, où il y a un échange, d'accord, et un échange, c'est-à-dire une circulation de la matière entre le fond et la surface, alors que au niveau de l'équateur, les eaux sont chaudes et les milieux ne sont pas alimentés en matière minérale, c'est ce qui réduit la productivité de ces deux grandes zones. Et les zones qui se trouvent au niveau de l'équateur, on les considère comme des zones désertiques. Et vous allez voir ça illustré en image. Je vais vous le montrer. Je crois que pendant ces séances, on va le voir. Donc, ça va vous permettre de comprendre pourquoi dans les écosystèmes marins, il y a moins de productivité malgré qu'ils soient immenses. La productivité, elle est importante au niveau des côtes, d'accord, près des milieux terrestres, et au niveau des pôles. Alors, je passe à l'efficacité photosynthétique. Donc, qu'est-ce que c'est l'efficacité photosynthétique? Et donc, l'efficacité photosynthétique, c'est la capacité des organismes autotrophes à convertir une fraction de l'énergie lumineuse en énergie chimique ou en matière organique. C'est ça l'efficacité photosynthèse. Et ça peut se calculer. C'est le rapport entre la production primaire brute et l'énergie totale reçue. Le rapport entre la production brute et l'énergie totale reçue que multiplie 100. Donc, ce rapport, on peut le calculer parce qu'on peut avoir la quantité d'énergie transformée en énergie chimique, production primaire brute. On a la quantité d'énergie totale reçue au niveau du sol. Et ce rapport, on le multiplie par 100, ça nous donne l'efficacité photosynthétique. Et cette efficacité photosynthétique, elle est faible, en général, elle est très faible, de l'ordre de moins de 5%. Et ceci, il est dû à certains facteurs qui régissent la productivité primaire, c'est-à-dire un certain facteur qui limite la productivité primaire. Et c'est ce que nous allons voir par la suite.
Donc, cette efficacité photosynthétique, même si elle est faible, elle présente une grande importance écologique. Et ça, vous devez me répondre. Hein. Comment elle présente une grande importance écologique? Hein? Je l'ai dit, je viens de le dire. Il n'y a pas de réaction. Oui, j'ai dit que essayez de répondre directement parce que sur le chat, j'arrive pas à les voir. Maintenant, je suis en train de consulter. C'est vrai que je vois quelques réponses. Oui, c'est juste bon, pour l'étudiante qui me dit qu'elle est à la base des chaînes alimentaires. Donc, cette efficacité photosynthétique, elle a une grande importance écologique parce que les organismes végétaux sont à la base des chaînes trophiques. Donc, sans eux, il n'y aura pas de vie, hein, il n'y aura pas de chaîne trophique, il n'y aura pas d'écosystème. D'accord? Mais n'hésitez pas à utiliser vos micros. Hein, je préfère que vous utilisiez vos micros. D'accord? Même pour la personne qui répond que c'est des toundras, au niveau des toundras, les températures sont faibles. D'accord, je l'ai dit, mais c'est pas possible que je puisse faire le cours et en même temps regarder le chat. Ça, c'est vraiment, ça me fait perdre beaucoup de temps. Alors, je préfère vous entendre. Hein. Essayez de répondre. Essayez d'activer vos micros et de répondre. Hein. Vous, ne croyez pas que des questions, il y a des réponses bêtes. Il y a des réponses fausses, oui, on l'accepte, tout le monde peut se tromper, d'accord? Mais n'hésitez pas à répondre. Alors, donc, j'ai dit que cette productivité primaire, elle est faible parce que elle est limitée par certains facteurs, d'accord? Et on va voir ces facteurs dans le chapitre suivant. C'est pas le chapitre, dans le paragraphe suivant, pardon. Donc, on va voir quels sont les facteurs qui contrôlent la production primaire. Et on a déjà cité quelques-uns pour expliquer ces différentes productions entre les différents biomes. Donc, vous avez les éléments nutritifs. C'est un facteur très important qui peut limiter la production primaire. C'est la disponibilité en éléments nutritifs. Surtout en milieu terrestre. Donc, en milieu terrestre, s'il y a manque des éléments nutritifs, la productivité est très faible. La température. La température, c'est un facteur limitant par ses valeurs très élevées et ses valeurs très faibles. Vous avez vu que la température, elle peut limiter, ou bien c'est un facteur abiotique qui régit, qui a une influence sur les organismes vivants. Donc, la température est aussi un facteur qui régit la production primaire, toujours au niveau des végétaux. Et cette température, elle varie suivant la latitude. Donc, plus on monte dans les hautes latitudes, plus la température, en passant de l'équateur vers les hautes latitudes, la température, elle diminue. Cette température, elle varie suivant les saisons. La température d'été, c'est pas celle qui est hiver. En hiver, il fait très froid. La productivité est faible en hiver. Le couvert nuageux aussi, il peut influencer la température parce qu'il bloque ou bien il ne laisse pas passer les rayons lumineux, etc. Autre facteur qui peut contrôler ou limiter la production primaire, c'est la quantité ou bien l'intensité du rayonnement solaire et sa durée pendant la journée. Donc, la quantité de radiation incidente dépend de l'intensité et de la durée de l'ensoleillement. Donc, plus la durée est longue pendant la journée, plus il peut y avoir de la productivité. Et plus l'intensité est importante, plus la photosynthèse dispose de lumière, plus les plantes disposent de lumière pour réaliser la photosynthèse. La disponibilité en eau.
Donc, on a vu que dans les déserts, la productivité est faible parce que là, il y a un manque d'eau ou bien l'humidité est très faible dans ces milieux et donc ça peut limiter la production primaire. Donc, la disponibilité en eau. Et ça, c'est pas en milieu aquatique. Il n'y a pas que l'eau qui manque dans les milieux aquatiques, mais c'est en milieu terrestre. Donc, ce facteur est très important en milieu terrestre. La surface foliaire. D'accord, la surface foliaire. Pardon, je vais revenir sur la disponibilité en éléments nutritifs. La disponibilité en éléments nutritifs, c'est en milieu aquatique. Tout à l'heure, j'ai dit en milieu terrestre. Non, c'est en milieu aquatique. On va voir pourquoi. En milieu terrestre, si on a un recyclage de la matière qui se fait comme il faut, il y aura des éléments nutritifs qui seront disponibles pour la productivité primaire. D'accord? Mais cet élément, il réduit la productivité primaire, surtout en milieu aquatique. Et là où on ne peut pas avoir un brassage de l'eau pour qu'il y ait remonté des éléments nutritifs qui sont dégradés dans les fonds vers la surface pour pouvoir réaliser la production primaire. Parce que c'est vers la surface qu'il y a des algues qui peuvent réaliser la photosynthèse. Et la lumière, elle ne dépasse pas quelques mètres en surface de l'eau. Donc, les éléments nutritifs, l'apport en éléments nutritifs à la surface est très important. Et donc, s'il n'y a pas de brassage en milieu aquatique, la matière organique qui est dégradée dans les fonds en éléments nutritifs ou en matière minérale, si elle ne remonte pas à la surface, il y aura une faible production à la surface. La surface foliaire aussi, elle agit. On a vu que les feuilles de grande taille et qui durent toute l'année, elles produisent beaucoup plus, on a une bonne production beaucoup plus dans les forêts à feuilles de grande taille et pérennes, alors qu'à feuilles de petite taille, on a une faible production. L'appareil photosynthétique lui-même, on sait que l'appareil photosynthétique est défaillant, il a une structure qui est incapable de fixer toutes les radiations émises par le soleil. Donc, il ne peut pas absorber toutes les radiations, il n'absorbe que la radiation entre le bleu violet et le rouge. Et enfin, bien avant le dernier facteur, vous avez les caractéristiques physiologiques de la plante. Même les caractéristiques physiologiques de la plante peuvent influencer la productivité. Et enfin, vous avez la qualité du sol. La qualité du sol, elle joue aussi sur la productivité parce que les organiques qui vivent dans certains sols, leur productivité dépend de cette qualité de ce sol. Donc, voilà, il y a une liste de facteurs qui peuvent influencer ou bien limiter la productivité primaire. Alors, voilà. Ici, vous avez ce tableau qui vous montre la biomasse de certains biomes. Donc, vous avez la biomasse qui est donnée en tonnes par hectare et vous avez la productivité, la PPN, productivité primaire nette, qui est donnée en grammes par mètre carré par an. D'accord? Donc, vous avez les différents biomes, forêt ambrophile tropicale, forêt tropicale caducifoliée, etc., les forêts boréales, c'est-à-dire au niveau de la taïga, les toundras, les steppes. Donc, on va expliquer la productivité au niveau de quelques biomes. Donc, bon, si on vous demande d'analyser un tableau, il faut l'analyser en totalité. Mais ici, on va choisir quelques biomes pour expliquer pourquoi la productivité dans ces biomes est faible. Donc, si on prend les zones, les déserts et les steppes, donc vous avez les déserts ici, les déserts buissonnants, 90, les steppes tempérées, nous avons 600, et les biomes méditerranéens. D'accord? Si on prend ces trois, on voit qu'il n'y a pas une très grande productivité comparée aux zones marécageuses, 2000, 2200, au niveau des forêts ambrophiles, 1600 au niveau des forêts tropicales. Vous avez au niveau des récifs coralliens, on a 2500, au niveau des estuaires, on a 1500. Et si on compare ces biomes-là, on voit qu'ils ont une faible productivité.
Et donc, la faible productivité, elle est due au niveau des déserts, au niveau des steppes et au niveau même, au niveau des biomes marins. Cette faible productivité, elle est due au manque d'eau dans ces biomes. D'accord? Par contre, si on compare les toundras, on voit que dans les toundras, on a une productivité de 140, d'accord? Et une biomasse de 6 tonnes par hectare en moyenne. Donc, dans les toundras, la faible productivité, comme on l'a vu tout à l'heure, elle est due à quoi? Elle est due à la faible température. Donc, le facteur température, il agit beaucoup sur la productivité. Les températures faibles limitent la productivité de ces zones. Alors, si on prend les récifs coralliens, les récifs coralliens, c'est au niveau des milieux aquatiques. Et les herbiers d'algues, on voit que ces zones, elles sont très productives. Donc, 2500. Donc, ce sont des zones qui sont très riches, d'accord, en matière organique et très productives. Les marécages aussi sont très riches en matière organique et très productifs. 2000. Là, attendez, les marécages, oui, c'est les marécages. Les forêts ambrophytes tropicales aussi, elles sont très productives et très riches en matière organique. Au niveau des océans, les plateaux, regardez, plateau océanique continental et les zones d'apéline, si on les compare, regardez, au niveau des océans, vous avez, au niveau du large des océans, on a une faible productivité. D'accord? Mais au niveau des zones d'apéline, c'est quoi? C'est les zones où on a des courants apélines, et ces courants, ils font quoi? Ils font remonter la matière minérale qui existe dans le fond vers la surface. Donc, ils vont alimenter la surface en éléments nutritifs. Et c'est pour ça que la productivité est beaucoup plus importante au niveau des océans, au niveau des larges. La même chose, au niveau des océans continentaux, des plateaux continentaux, par exemple, les plateaux océaniques continentaux, on a une grande productivité. Et ça aussi, c'est dû au courant qui ramène la matière minérale qui se trouve dans le fond à la surface et ils la mettent à la disposition du phytoplancton qui peut réaliser, grâce à la matière minérale, assurer une bonne productivité. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une bonne productivité au niveau des zones d'apéline et au niveau des plateaux continentaux par rapport au large des océans. Et qu'est-ce que je peux comparer encore? Au niveau des estuaires, la productivité aussi, elle est bonne, elle est de 1500. Et on sait qu'au niveau des estuaires, qu'est-ce qu'on a? On a l'eau qui est ramenée par les cours d'eau qui va rencontrer l'eau marine. Donc, l'estuaire, c'est la rencontre d'eau continentale avec l'eau marine. Et donc, l'eau ramenée par les continents, elle est très chargée en matière organique qui se dégrade en matière minérale et qui met à la disposition des producteurs primaires de la matière minérale pour assurer une bonne productivité. Donc, je vais revenir on va passer à cette carte qui nous montre la concentration en chlorophylle et qui va vous montrer pourquoi certaines zones au niveau des océans, on les appelle des zones désertiques. Et on voit sur cette carte, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une bonne productivité. Là où c'est vert, c'est la concentration en chlorophylle. Donc, tout ce qui est vert nous montre la concentration en chlorophylle. D'accord? Donc, la concentration en chlorophylle est très importante dans les régions ici, dans les régions polaires. Donc, à ce niveau, au pôle Nord et au niveau du Sud, d'accord? Et au niveau des mers subarctiques et des formations coralliennes. Et au niveau des plateaux continentaux, d'accord?
donc au niveau des plateaux continentaux, on voit qu'il y a une bonne productivité. Alors que dans les zones ici, les zones pélagiques tropicales, ils présentent une faible productivité. C'est presque quasiment nul la productivité à ce niveau-là. Et pour expliquer ça, il faut penser au brassage de l'eau. Quand l'eau est très froide, quand en hiver, l'eau, elle se refroidit, d'accord? L'eau, elle se refroidit, elle va descendre en bas. Donc, la densité la plus forte de l'eau, c'est à 4 degrés, vous le savez. Donc, là, si l'eau se refroidit au niveau des régions où il fait très froid, l'eau se refroidit, elle va descendre en bas et l'eau chaude va remonter. Et ainsi de suite. L'eau chaude qui remonte, elle va se refroidir en hiver et l'eau chaude remonte. L'eau qui refroidit atteint 4 degrés, elle va descendre en bas et l'eau chaude va remonter jusqu'à ce qu'on ait un brassage de l'eau. Et qui dit brassage de l'eau dit qu'il va y avoir remontée la matière minérale du fond vers la surface. Donc, vous savez que dans les fonds, la matière organique qui se trouve dans le fond, elle est dégradée par les micro-organismes en matière minérale. Mais si l'eau ne se brasse pas, cette matière minérale, elle va rester dans le fond. Et comme il y a un brassage à ces niveaux-là de l'eau, la matière minérale va remonter à la surface de l'eau et elle va être mise à la disponibilité du phytoplancton et qui va pouvoir réaliser grâce à la photosynthèse, grâce à la lumière et à la photosynthèse, il va réaliser la production. Par contre, dans les zones tropicales, dans les régions tropicales, l'eau est chaude. Donc, l'eau chaude, elle reste à la surface, elle ne descend pas. D'accord? Et donc, il n'y a pas de brassage à ces niveaux. Il n'y a pas de brassage d'eau. Donc, la matière organique morte au niveau des zones tropicales, elle descend au fond, d'accord? Mais elle reste au fond parce qu'il n'y a pas de brassage, il n'y a pas remontée de cette matière minérale. Alors, s'il n'y a pas remontée de ces éléments nutritifs à la surface pour qu'il y ait photosynthèse, pour qu'il y ait que les phytoplanctons puissent réaliser la photosynthèse, on va avoir une productivité très faible à quasiment nulle. Et donc, la productivité dans ces régions elle est de l'ordre de 30 grammes de carbone par mètre carré par an. Donc, ce sont des régions qui sont considérées comme des déserts océaniques. Vous voyez? Donc, vous voyez beaucoup de bleu. Il y a peu de vert. Donc, ce sont des zones peu productives. Par contre, au niveau des plateaux continentaux, on voit bien la productivité. Au niveau des plateaux continentaux, il y a, regardez ici, il y a de la productivité. Et au niveau des zones où on a aussi des courants aquilines, ils peuvent remonter la matière minérale qui est dégradée en fond à la surface et mettre à la disposition du phytoplancton des éléments nutritifs pour qu'ils puissent réaliser la photosynthèse et constituer une bonne productivité. Donc, en résumé, les zones les plus productives en milieu océanique sont les zones au niveau des plateaux continentaux, au niveau des mers subarctiques, d'accord, près de l'Arctique, et au niveau des formations coralliennes. Et à l'opposé, les étendues pélagiques tropicales présentent une productivité faible de l'ordre de 30 grammes de carbone par mètre carré par an et constituent de véritables déserts océaniques. Et ça explique pourquoi la productivité en milieu océanique, même si ces milieux couvrent les 2/3 du globe, du globe terrestre, leur productivité est beaucoup plus faible que la productivité en milieu continental. Parce qu'il y a de grands déserts au niveau des océans, où il y a
qui sont peu productifs. Donc, on a répondu à la question qu'on s'est posée lors du premier tableau. Et donc, voilà, pour résumer, au niveau de ces zones, on a des recyclages des éléments nutritifs plus efficaces là où l'eau est froide et dans les zones d'apoénique. Alors, maintenant, nous allons, pour faire une distinction entre la productivité primaire nette et la biomasse, nous allons faire une comparaison entre la productivité primaire et la biomasse entre une forêt et une prairie. Donc, il faut savoir qu'il y a une différence entre biomasse et productivité primaire nette. Et donc, pour bien illustrer cette différence, on va comparer la productivité primaire au niveau de la forêt et au niveau de la prairie, ainsi que la biomasse. Alors, au niveau des forêts, on rencontre une faible productivité. Alors qu'au niveau des et une grande biomasse. Donc, on a une faible productivité dans une forêt, mais on a une grande biomasse végétale. Donc, la productivité, je vais redéfinir ça, ou revenir à la définition. La biomasse, c'est quoi? C'est la quantité de matière organique vivante produite par unité d'espace. Alors que la productivité primaire nette, c'est la quantité ou la vitesse de production de cette biomasse par unité de temps. D'accord? Donc, c'est une vitesse de production. C'est la quantité de matière organique vivante produite par unité d'espace et par unité de temps. Alors que la biomasse, c'est la quantité de matière organique vivante produite par unité de surface. D'accord? Ça, c'est pour différencier les deux. Alors, et on va comparer ces deux dans une forêt et dans une prairie. Alors, dans la forêt, on trouve une faible productivité. Même si on a des arbres, etc. Si on compare la productivité de la forêt à celle de la prairie, on a une faible productivité au niveau de la forêt par rapport à la prairie. La prairie, on a une grande productivité. Alors qu'au niveau de la forêt, on a une grande biomasse végétale. Si on compte la quantité de biomasse produite dans le végétal, dans la forêt, on voit qu'il y a une grande quantité de biomasse produite au niveau de la forêt. Et une faible biomasse au niveau de la prairie. Donc, au niveau de la prairie, on a une grande productivité, mais on a une faible biomasse, qui est une faible biomasse végétale. Et ça peut s'expliquer par ce que j'ai mis déjà. Hein. Bon, c'était mal animé, je croyais, je ne sais pas comment j'ai... Je ne vais pas vous faire passer ça avant de pouvoir y réfléchir un peu. Donc, pourquoi on a une faible productivité? Parce que la majeure ou une grande quantité de l'énergie captée par les arbres pour réaliser la photosynthèse, elle est consommée ou bien elle est dissipée sous forme de respiration. Donc, les grands arbres, ils utilisent une grande partie de l'énergie captée par, ou la transformée, l'énergie solaire transformée en énergie chimique, elle est dissipée sous forme de respiration. Alors que dans les prairies, il y a une faible perte d'énergie par respiration, par les petites plantes. Donc, les grands arbres, ils dissipent beaucoup d'énergie sous forme de respiration. Donc, il y a une grande partie de l'énergie qui est utilisée dans le métabolisme énergétique de la plante. Les petites plantes, ils ont de faibles pertes par respiration. Et si on compare la productivité au niveau de la prairie, elle est grande parce que beaucoup d'énergie est emmagasinée et peu d'énergie, elle est perdue par respiration. Au niveau des forêts, peu d'énergie est emmagasinée et une grande portion de l'énergie produite par photosynthèse, elle est dissipée sous forme de respiration. En ce qui concerne la biomasse, on trouve une grande biomasse au niveau des forêts
parce que l'énergie qui est accumulée dans les grands arbres, elle est difficile à être digérée et donc à être dévorée et utilisée par les herbivores. Donc, alors que dans les prairies, les plantes annuelles sont faciles à consommer par les herbivores et ils sont facilement et rapidement consommés par les herbivores. Ce qui fait que si on évalue la biomasse au niveau des prairies, on va trouver une faible biomasse végétale par rapport à la biomasse qui s'accumule dans les forêts. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Avant de passer à la production secondaire, est-ce que vous avez des questions? Donc, c'est compris. Avant de passer à la production secondaire, on va voir les méthodes d'estimation de la production primaire. Donc, quelles sont les méthodes qui nous permettent d'estimer la production primaire? Alors, première méthode, c'est la méthode de la récolte. Donc, pour estimer la production primaire, on fait par simple récolte, d'accord? On peut donner la quantité de la matière produite. Donc, c'est une méthode qui est simple, la méthode de récolte, elle est simple. On va récolter les plantes annuelles, par exemple. On va les déshydrater dans une étuve à 100 degrés et ensuite, on va mesurer la quantité d'énergie emmagasinée dans ces plantes et on la détermine en calories. D'accord? Et ceci se fait grâce à un appareil qu'on appelle la bombe calorimétrique. Donc, grâce à cet appareil, d'accord, on peut déterminer la quantité de calories libérées par les plantes, d'accord? Et donc, on peut faire ça sur une superficie connue et on peut déterminer ça par unité de temps et par unité de surface. Donc, les plantes annuelles, on peut travailler sur une année. On récolte les plantes sur une superficie et on va les déshydrater, c'est-à-dire enlever toute l'eau qu'ils contiennent par dessiccation dans une étuve pendant 24 heures à 100 degrés. Puis, on passe cette matière qui est déshydratée à la bombe calorimétrique pour pouvoir mesurer la quantité de calories libérées par la plante. Deuxième type de méthode qui nous permet d'estimer la production primaire, vous avez la méthode à l'oxygène dissous ou la méthode au carbone, au CO2 dissous. Vous savez qu'il y a une liaison étroite entre la quantité d'oxygène produit lors de la photosynthèse ou bien la quantité consommée de CO2 pour la photosynthèse et la quantité de matière organique qui est synthétisée. Donc, on sait que lors de la photosynthèse, on a consommation de CO2, c'est-à-dire la plante, elle a besoin de CO2 pour réaliser la photosynthèse, donc elle absorbe le CO2, mais elle rejette de l'oxygène. D'accord? Et donc, il y a un rapport étroit et constant entre la quantité d'oxygène qui est rejetée lors de la photosynthèse et la quantité de CO2 qui est absorbée par la photosynthèse et la quantité de matière organique synthétisée. Donc, si on détermine la quantité d'oxygène rejetée ou bien la quantité de CO2 absorbée, on peut déterminer la quantité, ça peut nous donner une idée sur la quantité de matière organique synthétisée. Alors, on va d'abord voir la méthode à l'oxygène dissous. Donc, la méthode à l'oxygène dissous, elle est appliquée en milieu aquatique. Donc, on l'utilise aussi pour évaluer la quantité de phytoplancton produit. Donc, la méthode à l'oxygène dissous, elle est appliquée ou bien elle est utilisée en milieu aquatique pour nous donner une idée sur la quantité de phytoplancton produit. Et donc, la somme de l'oxygène qui est rejeté par la photosynthèse plus la somme de l'oxygène absorbé par la respiration nous donne une estimation de la production brute. Donc, comment on peut
évaluer la quantité d'oxygène rejetée par la photosynthèse et la quantité d'oxygène rejetée par respiration. Vous savez que la photosynthèse et la respiration, ils se passent en même temps pour la plante. Mais la photosynthèse, elle se fait uniquement en présence de la lumière, alors que la respiration, elle se fait en présence et en absence de la lumière. D'accord? Donc, on va prendre deux bocaux, l'un qu'on va mettre en présence de la lumière et l'un en absence de la lumière. D'accord? Donc, pourquoi en absence de la lumière? Pour stopper la photosynthèse et avoir une idée sur l'oxygène qui est absorbé par la respiration. D'accord? Et celui en présence de la photosynthèse, on va avoir de l'oxygène rejeté par photosynthèse. D'accord? Et la somme des deux, si on détermine la quantité d'oxygène rejeté par photosynthèse et la quantité d'oxygène qui a été absorbée par respiration, ça va nous donner une estimation de la production brute. La même chose pour la détermination du CO2, du gaz carbonique absorbé. Donc, cette méthode est applicable en milieu terrestre et on choisit deux quadrats dans un écosystème terrestre. Et dans un quadrat, on met un récipient transparent pour réaliser la photosynthèse. Et dans le deuxième quadrat, on va mettre un récipient opaque pour qu'il n'y ait pas de photosynthèse. Et donc, le récipient qui est transparent, on a la photosynthèse plus la respiration. Donc, il y a une partie de l'oxygène qui est produit par photosynthèse, il est pris par la respiration. Il est utilisé dans la respiration de la plante. Donc, il nous faut déterminer cette quantité. C'est comme pour l'oxygène. Pardon, une quantité de CO2 ici. Une quantité de CO2 qui est produite par respiration est utilisée par la photosynthèse. D'accord? Et il faut déterminer cette quantité de CO2 qui est produite par respiration. D'accord? Et on la détermine dans le cas du récipient qui est opaque. Dans le récipient opaque, il n'y a pas de photosynthèse. Il n'y a que du CO2 qui est produit par respiration. Donc, le CO2 produit par respiration, il n'est pas utilisé par photosynthèse parce que dans le récipient opaque, il n'y a pas de photosynthèse. Et donc, la somme du CO2 produit par respiration et le CO2 consommé par la photosynthèse correspondent à la productivité brute de l'air étudié, c'est-à-dire des quadrats qu'on s'est fixés. Je passe à une autre méthode qui nous permet d'estimer la productivité primaire. Donc, c'est l'utilisation d'éléments radioactifs. Donc, on peut utiliser du carbone radioactif ou bien de l'azote radioactif et on va attendre un certain temps. Donc, et on va voir, cette méthode, on peut l'appliquer sur le phytoplancton et on va voir la quantité de carbone qui a été fixée, d'accord, ou bien la quantité d'azote qui a été fixée, et par mesure de l'intensité et par mesure de la quantité de carbone et de l'azote qui sont fixés parce que ce sont des éléments radioactifs, si on mesure la quantité qui a été fixée, d'accord, cela peut nous renseigner l'intensité de la photosynthèse, c'est-à-dire ça peut nous renseigner sur la productivité primaire. Donc, ces deux éléments radioactifs s'utilisent pour estimer la production primaire. Donc, quand ils sont fixés, on peut mesurer leur taux grâce à des appareils. On aura une idée sur la productivité primaire. Alors, pour finir, on va voir ce récapitulatif et pour l'étude de la productivité secondaire, on la laisse pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, si on récapitule ce que nous avons vu pendant cette séance, donc on sait que les organismes autotrophes sont des organismes qui sont capables de capter l'énergie solaire et la transformer en énergie chimique. D'accord? Donc, l'énergie chimique qui est captée par ces producteurs primaires, c'est la production primaire brute. Donc, une partie de cette énergie chimique qui est stockée au niveau des autotrophes. C'est une partie qui est stockée. Donc, l'énergie chimique, elle est partiellement stockée
sous forme de molécules organiques, sous forme de tissus. D'accord? Et ça nous donne la production primaire nette. D'accord? Alors, c'est cette production primaire nette qui va être mise à la disposition des herbivores, c'est-à-dire des animaux qui vont consommer les producteurs primaires. Donc, c'est cette énergie qui est stockée au niveau des producteurs primaires qui va être mise à la disposition des animaux herbivores. Ce sont des consommateurs primaires. D'accord? Cette énergie qui est utilisée par les herbivores, elle ne va pas être utilisée en totalité. Il y aura une partie qui va être consommée par les animaux. Et les animaux, ils ne vont pas assimiler tout ce qu'ils ont mangé. Ils vont assimiler une partie. C'est ce qu'on parle de l'assimilation, ou bien de l'énergie assimilée par les herbivores. Et cette énergie assimilée par les herbivores, c'est l'énergie, ou bien ça nous donne la productivité secondaire. Productivité nette, c'est l'énergie assimilée. Alors, et cette énergie qui est assimilée, ou bien l'énergie qui est stockée, c'est l'énergie qui est stockée par les producteurs secondaires, c'est-à-dire les consommateurs primaires, qui va être mise à la disposition des consommateurs secondaires. Et ainsi de suite dans la chaîne. Donc, d'un niveau trophique à un autre, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une circulation de l'énergie solaire qui va se faire d'un niveau trophique à l'autre. Et à chaque niveau, il y a sûrement des pertes. Parce que toute l'énergie solaire n'est pas transmise en totalité d'un niveau à un autre. D'accord? Et donc, pendant la séance prochaine, nous allons étudier qu'est-ce que c'est que la production secondaire, ou bien la productivité plutôt secondaire. Donc, la semaine prochaine, nous allons étudier la productivité secondaire.